partir d'ici pour prendre part à une réunion du bureau exécutif de l'Internationale libérale, dont je suis un des vice-présidents. Cette réunion qui se tenait à Londres s'est très bien passée. Et après, j'en ai profité pour rencontrer la communauté guinéenne vivant en Angleterre, notamment à Londres et à Birmingham, où j'ai pu m'entretenir avec eux. J'ai senti qu'ils étaient tous mobilisés pour participer au combat que nous avons décidé de mener contre le troisième mandat. J'en ai profité, bien entendu, pour leur faire le compte-rendu des élections locales. J'ai fait état donc de l'organisation chaotique de ces élections et le fait que ces élections ne soient pas terminées. Parce que, au regard des dispositions de la loi, les élections locales comportaient 3 niveaux: la commune, le quartier et la région. Et lorsque M. Alpha Condé s'est rendu compte qu'il perdait au niveau des quartiers, notamment de Conakry, ils ont décidé de suspendre la mise en place des conseils de quartier et la désignation des chefs de quartier. Parce que je dois rappeler que l'UFDG pouvait diriger les 2/3 des quartiers de Conakry au regard des résultats obtenus lors des élections locales. Il était prévu de mettre en place donc ces conseils de quartier 15 jours seulement après l'installation des exécutifs. Et 60 jours après l'installation des exécutifs des communes, on devait procéder à l'installation des conseils régionaux. Là également, ils ont décidé de bloquer sans aucun motif valable, puisque c'est la loi qui fixe les délais et détermine les modalités de désignation des membres des conseils de quartier et des chefs de quartier. J'ai expliqué tout cela à la communauté guinéenne vivant en Angleterre, qui s'était fortement mobilisée d'ailleurs pour prendre part au meeting que j'ai animé. Après Londres, je suis venu aux États-Unis, où j'ai eu l'honneur d'être reçu par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, l'américaine Rosemary, avec laquelle j'ai eu un entretien très fructueux. Je n'ai pas manqué, bien entendu, d'attirer son attention sur les velléités de M. Alpha Condé de changer de constitution aux seules fins de pouvoir s'octroyer une présidence à lui. J'ai attiré son attention sur les conséquences d'une telle initiative. C'est-à-dire aujourd'hui, face à la mobilisation du peuple de Guinée pour dire non à ce projet, il y a des risques, puisque M. Alpha Condé lui-même a appelé ses partisans à se préparer à l'affrontement. Et aujourd'hui, j'ai parlé bien sûr de la naissance de ce FNDC, qui regroupe beaucoup d'organisations, de la société civile, des syndicats, la quasi-totalité pratiquement des partis politiques, mais aussi beaucoup de leaders d'opinion, les artistes, les intellectuels, les avocats, qui travaillent et qui se préparent pour refuser justement ce projet. Je leur ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, puisque la justice est inféodée. Il n'y a pas de séparation de pouvoir et d'indépendance des institutions en Guinée, et que le seul recours dont dispose l'opposition aujourd'hui, c'est la rue. Et donc nous nous préparons pour la rue, pour dire non à M. Alpha Condé dans sa velléité de commettre ce parjure. Parce que n'oublions pas qu'il a juré par 2 fois sur cette constitution. Il a juré de la défendre et de la faire appliquer. Donc cet entretien a été très positif. Madame Rosemary était très réceptive à mon discours et nous nous sommes quittés. Vous avez rencontré aussi des personnalités américaines, notamment le sous-secrétaire adjoint. Voilà, j'ai rencontré 2 sous-secrétaires d'État, d'abord M. Tibor, qui fut ambassadeur en Guinée, qui est le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, auquel j'ai délivré pratiquement les mêmes discours, les mêmes préoccupations par rapport à ce projet de 3e mandat. Et j'ai aussi attiré leur attention sur le fait que les élections locales n'étaient pas terminées, que le fichier n'est pas assaini et qu'il y a eu un consensus pour faire auditer le fichier. Et les conclusions ont été dégagées par une équipe d'experts indépendants
et que des recommandations pertinentes ont été formulées. Malheureusement, là aussi, le pouvoir traîne le pas. Et donc j'ai attiré leur attention sur tout cela, sur le recul de la démocratie, sur le recul des droits humains et de l'état de droit en Guinée, et j'ai attiré leur attention sur les risques que comporte cette velléité de M. Alpha Condé de s'octroyer une présidence. Est-ce que vous avez senti une certaine volonté de la part de ces autorités, à la fois américaines et même au niveau des Nations Unies, justement d'interpeller le pouvoir de M. Alpha Condé? Interpeller, je ne sais pas. J'ai senti qu'ils sont préoccupés. J'ai senti leurs préoccupations et que j'ai compris qu'ils partageaient les préoccupations de l'opposition. Il y a fait un décès par rapport à cette volonté. Je ne sais pas quelle initiative ils vont prendre. Dans tous les cas, il faut que les gens comprennent. Contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas la pathologie de coloniser. Il est important, c'est des partenaires essentiels de la Guinée. Il faut attirer leur attention sur ce qui se passe et sur les risques qui menacent la démocratie, l'état de droit, mais également la paix et la stabilité en Guinée et dans la sous-région. C'est ce que j'ai fait en toute responsabilité. Mais je ne suis pas le premier. Je ne suis pas le premier. Vous savez bien que le gouvernement a instruit tous ses ambassadeurs d'expliquer à ces gouvernements et à ces institutions la nécessité, selon eux, d'adopter une nouvelle constitution. Pourquoi ils l'ont fait? C'est la pathologie du colonisé? Non. Il était important que nous aussi, nous puissions expliquer justement le motif de notre position ferme contre ce projet-là. D'aucuns disent d'ailleurs que c'est ce qui a précipité votre déplacement du côté des États-Unis et même en Europe. Non, ce n'est pas précipité. Bon, j'estimais qu'il fallait aller aussi expliquer. D'autant plus que le gouvernement a pris l'initiative de leur expliquer le motif pour lequel c'est nécessaire de changer de constitution. Il fallait que je leur explique que ce n'est pas nécessaire de changer de constitution si on n'avait pas l'intention d'octroyer à M. Alpha Condé le président. C'est tout à fait normal dans le débat. Donc, lorsqu'ils qualifient ma démarche de coloniser, c'est eux les premiers à mener cette démarche vis-à-vis des partenaires techniques. Quels sont les principaux sujets que vous avez eu à aborder avec Mme Corinne Dufka de Human Rights Watch? Bon, d'abord les droits humains, parce que vous savez, c'est une ONG qui s'occupe des droits de l'homme et qui a une grande crédibilité dans le monde, qui n'est pas satisfait, d'une organisation qui n'est pas du tout satisfaite de la manière dont les droits de l'homme sont traités ici. Elle déplore non seulement l'impunité qui caractérise aujourd'hui la gestion de l'État dans le secteur des droits de l'homme, parce que vous savez bien que les forces de défense et de sécurité, lorsqu'elles commettent des crimes, notamment lors de manifestations, elles n'ont jamais été interpellées. Et vous savez, lors des dialogues politiques ici, le premier point de revendication de l'opposition a été l'ouverture d'enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs de crimes commis lors de nos manifestations pacifiques. Et malheureusement, malgré tous les engagements pris à cet égard par le pouvoir, jamais une commission d'enquête n'a été mise en place. Lors du dialogue de 2014 avec M. Sako, qui présidait justement ce dialogue, il avait pris le ferme engagement de mettre en place un pool de 5 juges qui seraient chargés exclusivement de conduire les enquêtes. Parce que pour lui, à l'époque, bien sûr, il était inadmissible que des citoyens guinéens meurent sans qu'une enquête ne soit ouverte pour identifier les auteurs du meurtre. Justement, quelle est votre réaction par rapport à cette loi qui a été votée à l'Assemblée, qui a été jugée très répressive, une loi qui porte un peu sur la lutte contre le terrorisme? Bon, écoutez, vous savez, c'est une loi qu'on a considérée comme liberticide. Nous sommes tous d'accord qu'il faut lutter contre le terrorisme, qui est un fléau aujourd'hui, qui touche toute la sous-région ouest-africaine. Il ne faut pas que la Guinée reste à l'écart. Mais avec le régime d'Alpha Condé, ils veulent en profiter pour restreindre nos libertés et se donner le droit naturellement d'interpeller et de mettre en détention qui ils veulent, sans tenir compte des autres lois qui déjà protégeaient les citoyens guinéens. Nous n'étions pas d'accord et le groupe parlementaire, les démocrates libéraux, n'ont pas voté la loi. Vous êtes rentré de cette tournée il y a quelques jours. C'est vrai qu'à Conakry, c'est pratiquement le statu quo. Et beaucoup estiment aujourd'hui que les activités de l'opposition sont un peu phagocytées par
voilà, le FNDC qui milite beaucoup plus pour la lutte contre un troisième mandat? Écoutez, il y a des priorités. L'opposition républicaine, par exemple, a décidé de fixer comme priorité la lutte contre le troisième mandat. Parce que si M. Alpha Condé réussit à s'éterniser au pouvoir, on sait qu'il n'y aura plus d'élection, il n'y aura plus d'état de droit, il n'y aura plus de protection des droits humains. Donc dès lors qu'il a cette intention et que ça s'avérait urgent et important, on a dit que c'est la première priorité. Ça ne signifie pas que nous n'avons pas d'autres revendications. Nous voulons que les élections locales soient parachevées et qu'on mette en place les conseils de quartier, les chefs de quartier, et qu'on mette en place les conseils régionaux conformément aux dispositions de la loi. Nous voulons que le fichier soit assaini, parce que comme le rapport d'audit a révélé beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'imperfections dans le fichier et a formulé des recommandations pour corriger toutes ces anomalies, il faut qu'on applique ça. C'est de la part d'un cabinet, d'un groupe d'experts mis à disposition par les Nations Unies, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie. Donc ça, c'est une revendication que nous n'oublions pas, que nous allons faire. Mais compte tenu de l'importance que nous accordions à cette velléité, cette obstination d'Alpha Condé de s'octroyer un troisième mandat, on a fixé ça comme priorité. Et n'oubliez pas que nous sommes membres fondateurs du FNDC. Il y a une tendance à opposer FNDC et IFDG aux oppositions républicaines. Mais nous sommes fondateurs du FNDC. Donc ce combat pour le troisième mandat se mène là-bas. Le combat pour les revendications relatives aux élections, comme la mise en place des conseils de quartier ou des conseils régionaux, ainsi que l'assainissement du fichier, ce combat va être aussi mené. Et il est en train d'être mené. Parce que nous avons écrit au Monsieur le Premier ministre pour attirer son attention sur le fait que ces élections locales n'étaient pas achevées. Il nous a répondu en prenant l'engagement de prendre toutes les dispositions pour que ces élections soient achevées. Et avant mon départ pour Londres et les États-Unis, j'ai renvoyé encore une lettre. J'ai dit il y a 3 mois, Monsieur le Premier ministre, que vous m'avez promis de prendre les dispositions pour finaliser ces élections locales. Jusqu'à présent, je ne vois aucun acte posé dans cette direction. J'ai encore interpellé Monsieur le Premier ministre pour la mise en place des conseils communaux, et des conseils de quartier, des conseils régionaux. Pendant ce temps, l'opposition est toujours en mode réaction. Non, écoutez, nous allons saisir la Cour suprême, parce que si l'État refuse d'appliquer une loi de la République, même si on sait que la justice est inféodée dans sa globalité, nous allons d'abord épuiser les recours légaux et pacifiques avant d'envisager la rue. Je dis, la rue, c'est le dernier recours qui marche, mais c'est lorsqu'on a épousé tous les autres recours. Même avant de partir, j'ai rencontré la communauté internationale, les partenaires techniques et financiers qui siègent au comité de suivi pour attirer leur attention sur cette situation. On ne peut pas dire qu'on applique la loi que si elle ne dessert pas le RPG. Or, aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi pas installer les quartiers et les districts? Pourquoi ne pas organiser les conseils régionaux? Pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, si vous prenez Conakry, Alpha Condé contrôle pratiquement 100% des quartiers qui ont été nommés, soit par Resco, soit par Sorel, soit par Mathurin, en fonction de leur zèle dans la fraude en faveur des FDG. Aujourd'hui, si on installe les quartiers, on regarde les résultats obtenus dans chaque quartier lors des élections locales, on sait que l'UFDG risque de prendre les 2 tiers des quartiers, du contrôle des quartiers. Et c'est important. C'est important, donc ils refusent de le faire. Sans compter que si les régions aussi sont installées, je pense qu'Alpha peut avoir l'assurance sur les 8 régions d'avoir peut-être 3, sans Conakry. Avec le rapprochement entre l'UFR et l'UFDG dans le cadre du FNDC, c'est évident que sur les 8 conseils régionaux, que le RPG ne pourrait contrôler au maximum 3. Or, tout ça, ils le savent et ils décident donc de ne pas appliquer la loi. Et ce n'est pas acceptable. Donc, nous allons saisir la Cour suprême. Et si la Cour suprême statue, elle estime que notre plainte est irrecevable, comme c'est souvent le cas, mais en ce moment, nous allons utiliser les autres recours. Pensez-vous pouvoir fédérer toutes les forces d'opposition justement par rapport non seulement à ce projet de 3e mandat, mais également pour le parachèvement du processus électoral lié aux élections locales? Je parle d'un mouvement comme celui de 2006-2007 avec les forces vives.
Il regrouperait également les syndicats et les acteurs de la société civile. Écoutez, en ce qui concerne le FNDC, je crois que la quasi-totalité des partis politiques sont dedans. Les forces sociales regroupent un certain nombre d'acteurs de la société civile. Et nous n'excluons pas que très rapidement les syndicats nous rejoignent pour le FNDC par rapport au troisième mandat. Maintenant, pour l'achèvement du processus des élections locales, c'est possible qu'on n'ait pas l'unanimité, mais lorsque nous défendons la loi, nous sommes forts d'abord parce qu'on défend la loi. Et l'UFDG et l'opposition républicaine sont déjà d'accord pour quand même se battre pour exiger le respect de la loi. Normalement, même la société civile devrait soutenir le respect de la loi, parce que nous avons l'ambition de construire un état de droit. Un état de droit suppose le respect de la loi et l'indépendance des institutions, ce qui n'est loin d'être le cas en Guinée avec Alpha Condé. Maintenant, pour l'achèvement pour l'assainissement des fichiers, je pense que la quasi-totalité, donc tous les partis politiques sont pour l'assainissement des fichiers. Là aussi, il y a un rapport d'experts indépendants, mis en place par nos partenaires techniques et financiers. Et le rapport est là, il formule des recommandations pertinentes. On a fait l'audit pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. On a identifié les anomalies sur le fichier, on a fait des recommandations pour les corriger. Ce serait très malhonnête de dire maintenant on n'applique pas parce qu'elle ne sert pas une partie, en l'occurrence le pouvoir. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui reprochaient à l'actuel président de la CENI d'être beaucoup plus proche du pouvoir en place, notamment à travers le choix de l'opérateur? Bon, on n'a pas d'éléments indiquant que l'opérateur qui a été choisi pour la solution informatique était proche du pouvoir. Et il s'est trouvé que semble-t-il que c'est l'un des meilleurs dossiers qui a été préparé. Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il était en complicité avec les CENI? Parce que pour fausser le jeu dans un appel d'offres, c'est d'abord donner parfois des informations à un soumissionnaire potentiel que les autres soumissionnaires potentiels n'ont pas. On soupçonne qu'il y a une complicité entre la CENI et cette société-là. Bon, on n'a pas de preuves, on n'a que des soupçons pour l'instant. Nous restons vigilants au niveau de la CENI, comme au niveau du comité de suivi. Nous n'avons pas d'éléments suffisants pour affirmer que c'est le cas et de nous retirer ou bien d'exiger que le processus de recrutement soit repris. L'actualité, c'est aussi cet appel d'offres qui vient d'être lancé par le ministère des Mines en ce qui concerne les blocs 1 et 2 du Simandou. Est-ce que cela vous inspire en tant qu'opposant? Non, d'abord c'est l'incompétence et l'inexpérience d'Alpha Condé qui nous a mis dans cette situation. Il est arrivé au pouvoir où le Simandou était convoité. On aurait pu avoir notre Transguinée, notre port à eau profonde, puisque le fer était à $180 la tonne. Toutes les compagnies voulaient le Simandou. Il a tergiversé, il a changé le code minier avec été rétroactif, il a audité les conventions, il a fait 1000 choses. Même Rio Tinto, qui avait commencé à investir, finalement était découragé par les tergiversations de M. Alpha Condé. Finalement, en tout temps, le cours du fer s'est effondré. Le projet n'était plus rentable avec ses composantes infrastructures, c'est-à-dire chemin transguinéen, port en profondeur. Personne ne pouvait. 20 milliards de dollars d'investissement, et ce n'était plus possible. Aujourd'hui, le fer a un peu remonté, n'a pas atteint le niveau de 2011-2012. Mais il y a de plus en plus d'intérêt pour le Simandou. Mais le risque, c'est qu'on risque de perdre l'opportunité d'avoir notre Transguinéenne et notre port en eau profonde. Parce que le niveau actuel du prix, je ne suis pas sûr qu'il permette justement d'exploiter ce minerai-là et tout en construisant les infrastructures nécessaires à son acheminement, à son évacuation par le littoral guinéen. M. Sidya Touré, quant à lui, il parle carrément d'une certaine volonté de brader nos ressources minières. Il y a le fait qu'Alpha soit pressé. Dans le cadre pour son troisième mandat et pour chose, il faut qu'il ait beaucoup de ressources.
pour justifier justement son maintien au pouvoir. Donc, Sidi n'a peut-être pas tort. Il veut aujourd'hui trouver des ressources suffisantes pour justifier a posteriori ou a priori justement son troisième mandat. Et pour cela, il peut brader, renoncer par exemple au Transguinéen. Ce serait triste pour la Guinée. Parce que jusqu'à présent, nous avions un fort engagement à obtenir ce Transguinéen et ce port en eau profonde. Je me souviens encore, lorsque j'étais au gouvernement, nous avons eu des négociations avec les Ivoiriens qui voulaient qu'on fasse évacuer notre minerai de Simandou par la Côte d'Ivoire. Parce que de l'autre côté de la frontière, les Ivoiriens ont du minerai fer moins riche. Mais de l'exploitation pourrait difficilement être rentable avec un chemin de fer si le minerai guinéen ne transitait pas par là. Bon, on leur avait dit, le général Lansana Conté leur a dit non, le transguinéen, il avait dit aux compagnies, le transguinéen n'est pas une option, c'est une contrainte du projet. Et que le fer de Guinée doit être évacué par le littoral, ce qui nous aurait pu nous donner donc ce transguinéen. Est-ce que M. Alpha Condé n'est pas en train de renoncer au transguinéen et au port en eau profonde pour avoir toujours tout de suite beaucoup d'argent et pour justifier a priori ou a posteriori son troisième mandat. 2020, M. Cellou Dalein Diallo président, est-ce que c'est des dossiers, c'est des contrats qui pourraient être revus? Il n'y a pas pour le moment de contrat, il y a Rio Tinto. Oui, oui, naturellement, nous allons négocier pour l'exploitation de ce minerai au profit de la Guinée. Mais je pense que pour Cellou Dalein Diallo, il faudra tirer le maximum d'avantages de ce minerai exceptionnel, qui est le plus riche actuellement au monde, non exploité, pour l'économie guinéenne. Et pour moi, le transguinéen et le port en eau profonde sur les côtes, sur le littoral guinéen, sont des avantages certains pour l'économie guinéenne. Avant-dernière question, M. le Président. Dans un livre qui a été publié cette semaine, M. Alpha Condé a fait quelques révélations par rapport à la présidentielle de 2010. Il a dit par exemple que au niveau de la CENI, les gens étaient beaucoup plus favorables au candidat de l'UFDG que vous étiez et à M. Sidia Touré de l'UFR. Et c'est ce qui avait justifié un peu ce report du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2010. Tout le monde sait que c'était faux. S'il y a eu fraude, c'est contre Cellou Dalein. Personne n'a fraudé pour Cellou Dalein. Je n'avais aucune connivence avec les gens de la CENI. C'est des gens qui étaient là bien avant nous. Cheikh Sylla, on disait qu'il était proche de Sidia, je ne sais pas, mais tout le monde sait que les 44% que j'ai eu au premier tour, c'est après annulation complète de Ratoma. Sinon, tout le monde sait que je passais au premier tour s'il n'y avait pas eu la fraude. Même certains, les langues se sont déliées. Les langues se sont déliées. Il y a des acteurs de cette fraude qui savent que je suis passé au premier tour. Il n'y aurait même pas eu de deuxième tour. Et au deuxième tour, tout le monde sait ce qui s'est passé. Il y a eu un véritable hold-up pour pouvoir déclarer Alpha Condé vainqueur. Il a le complexe de sa défaite au premier tour, qui cherche toujours à justifier devant l'histoire. Mais ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible, il ne peut pas avoir 100, et comme moi 10, et qu'on me comptabilise les 100, et je lui ai dit c'est impossible. Je ne sais pas pourquoi il revient sur ces choses-là dont tout le monde sait qu'il était le principal bénéficiaire de la fraude qui a été opérée, et moi la principale victime. Dernière question, Monsieur le Président, c'est un peu cette décision de votre désormais ancien vice-président, M. Bahouri, qui a annoncé que définitivement il a tourné la page de l'UFDG. C'est la première fois certainement que vous allez évoquer ce sujet. Quelle est votre réaction? Bon, c'est bon qu'il assume, parce qu'il y a longtemps qu'il a tourné la page de l'UFDG. Dès lors qu'il avait décidé de travailler, de coopérer avec Alpha pour déstabiliser l'UFDG, il avait déjà tourné la page de l'UFDG. Nous avions tiré les conséquences de cette connivence avec Alpha Condé pour déstabiliser les choses. C'est une bonne chose qu'il accepte d'assumer maintenant et que nous avons déjà tourné la page depuis.